l'année passée, mais tu as des projets d'entrepreneuriat. Voilà. Michael, il est dans la PropTech, tu connais, c'est vous qui nous avez en Tout à fait. contact. Yoris, il est dans la photovoltaïque, donc il crée des panneaux bifaces Ouais. qui swing au vent. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt en termes d'innovation environnementale, etc. Chanez, elle est dans la food, elle fait des cafés froids vegan, responsables. Maxime dans la fripe. Il a la fripe à max. Et puis, il est en train de développer tout un système de location. Ok. Et puis, Nina dans l'upcycling et le design circulaire. Ok. Voilà. Le t-shirt. On peut louer le t-shirt. Bah, ça, c'est personnel, ça. C'est un mariage de C'est upcycling de quoi? J'ai fait beaucoup de choses avec les déchets suisses. J'ai fabriqué furniture et accessoires pour la maison. J'ai fait CO2 neutral architecture d'intérieur. En fait, on peut commencer, c'est ça? Bah ouais, Ok. ça enregistre. Et c'est quoi l'idée? C'est une vingtaine de minutes, c'est ça pour la présentation? Ouais. Et puis après, des questions-réponses? Il y a on aura aussi... Voltiris Et il y a Voltiris. donc 25 minutes pour toi, 20 minutes pour toi, Ouais. et puis ensuite, il peut prendre aussi 15 Ok. minutes. Ok. Et après, on échange. Je pense qu'on a pas mal de questions. Puis, Et c'est Ça beau, marche. dans l'écran, il y a Michael qui a Histoire son chute. je l'ai déjà rencontré. Donc, Micha, il récupère en fait des chutes de tissus pour les faire circuler. Et puis, il est en train de développer, il cherche une arcade. Il a reçu un soutien de l'État pour la transformation. Labino, lui, il est dans la banque en ligne. Et puis, Sarah, elle est créatrice, Sarah Bounab, mode. Et elle travaille essentiellement avec l'informatique, les bugs informatiques pour créer ses patrons. Et elle utilise des chutes de cuir qu'elle surcycle. Donc, on voit même plus que c'était déjà utilisé. Super. Donc, il y a peut-être des questions qui viendront aussi de l'écran. Trop bien, bah, merci beaucoup. Peut-être avant de commencer, on peut se présenter rapidement. Tu veux dire un mot sur toi? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Lydie. Je travaille à la Banque Alternative Suisse depuis presque 2 ans maintenant. Moi, j'ai une casquette plutôt relations internationales. Alors, la Banque Alternative Suisse, elle est, bon, tu me diras peut-être plus en détail, mais elle est vraiment focalisée sur le financement les financements en Suisse. Mais il y a une petite casquette, voilà, d'investissement, d'aller soutenir d'autres banques, surtout au niveau Europe, qui soutiennent les mêmes valeurs que nous. Et moi, je suis en charge de développer et d'entretenir ces relations. Et puis, comme je suis très curieuse de tout ce qui fait, qui est en accord avec les valeurs environnementales et sociétales de la banque, j'ai découvert Impulse et puis j'ai mis en relation avec Bertrand. Ce sera peut-être plus directement le contact pour le fonds d'innovation, mais je suis là aussi pour découvrir des opportunités pour nous aussi. Merci. Mhm. Et donc Bertrand Donninger, ça fait 6 ans que je suis à la banque alternative. J'ai un passé bancaire classique et puis après les évolutions de vie ont fait que je voulais réorienter ma carrière professionnelle. J'ai pensé à m'en quitter la banque, faire de la montagne, enfin, d'autres choses. Et puis j'ai croisé le chemin de la banque alternative et puis j'ai trouvé un lieu d'expression qui m'a convaincu. Salut Nicolas. Un lieu d'expression qui m'a plu, où il y avait une convergence entre des valeurs que j'avais à titre privé et que je pouvais utiliser à titre professionnel. Donc voilà. Et donc je suis bien là. Et pour la banque alternative, je suis responsable pour les financements pour la Suisse. Donc tous les financements que la banque alternative peut proposer à ses clients, qui est la principale unité en fait de la banque. La banque. Et puis dans cette casquette-là, j'ai une casquette un peu particulière qui est celle du fonds d'innovation que je vais présenter, qui à mon avis peut revêtir un intérêt important pour vous. En tout cas, les petits highlights que j'ai entendus de ce que vous développez, ça m'a donné. Oui, je me dis que c'est un bon outil qui pourrait vous intéresser.
Juste une question. Les projets qui sont implantés ici, mais dont les fondateurs sont français, il faut être suisse pour bénéficier en fait Non, il ne faut pas être suisse. Si l'entreprise est implantée en Suisse, Ok, ça va très bien. Oui, d'accord. ouais. Et ce qui est important, c'est que l'activité soit de la société, soit de la coopérative, de l'association, elle soit implantée en Suisse et puis qu'elle soit dirigée vers la Suisse, qui est notre principal marché. Et oui, s'il y a des questions, vous pouvez sans doute m'interrompre. Alors, Caroline, est-ce que tu sais sur... C'est bon, Non, dans l'autre sens. attends. Ah. Ah, ça marche, il y a des autres. voilà. Voilà. Ok, parfait. Donc, avant de parler du fonds d'innovation, je voulais quand même dire un mot de la banque. C'est intéressant parce que c'est quand même, ça permet de comprendre dans quel contexte on est. Donc, la Banque Alternative, c'est une banque qui a été créée il y a 33 ans par des utopistes, on va dire, qui ont voulu prouver qu'il était possible de faire un modèle bancaire qui soit différent et qui fonctionne. Donc 33 ans plus tard, on peut dire que leur pari était réussi. La banque est toujours là, elle existe toujours, elle grandit de manière régulière et constante. Et ce que je voulais dire, c'est quelques points qui font que cette banque est réellement différente. Je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que dans un monde aujourd'hui, finalement, où beaucoup d'instituts financiers, d'institutions se targuent d'être vertes, d'être durables, c'est important de faire la distinction entre ce qu'elles communiquent et puis ce qu'elles sont vraiment. Pour la plupart des banques et institutions financières, elles ont, il est vrai, quelques activités qui peuvent être qualifiées de durables et de vertes. Le modèle sur lequel la banque alternative s'est développée, c'est de ne proposer que des solutions, des produits qui ont un impact positif pour la société ou pour l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une unité qui est grise ou noire et qui crée de la rentabilité et une unité qui est verte qu'on utilise pour le marketing. Voilà, pour schématiser l'image. Comment est-ce qu'on a construit ça? Eh bien, par un modèle qui est celui de l'exclusion et de la promotion. Dans l'exclusion, on identifie clairement un certain nombre d'activités qui sont exclues, donc qui ne peuvent pas être financées ou soutenues par la banque. Dans ces activités, on retrouve par exemple les énergies fossiles. Donc, il n'y a pas de financement qui sont donnés à des industries qui exploitent principalement les énergies fossiles. On a une liste de ces critères d'exclusion qui est consultable sur Internet, c'est dans nos statuts également. On retrouve des choses telles que par exemple l'addiction, l'alcool, le jeu, le tabac, et puis un certain nombre d'autres activités. Et puis à côté de ce modèle d'exclusion, on a développé un modèle d'encouragement. Ce modèle d'encouragement, c'est pour ces industries où on veut véritablement être un acteur présent et soutenant, eh bien, on va faire des efforts supplémentaires pour permettre à ces activités de se développer. Dans la liste de ces qu'on appelle secteurs d'encouragement chez nous, on retrouve l'habitat social. Donc là, c'est par exemple les modèles de coopératives qui se développent par exemple beaucoup à Genève. La CODA, la coopérative Équilibre font partie des plus gros clients de la banque alternative. On retrouve l'énergie photovoltaïque et les énergies renouvelables en général. Donc, on aura un mot avec Nicolas tout à l'heure, mais je crois que toi aussi, tu es actif oui, ça m'intéresse. Dans ce secteur. Ça, c'est un des gros secteurs d'encouragement de la banque. On retrouve la santé, l'éducation, la mobilité durable, et puis en général, toutes ces PME qui essayent de mettre en place un modèle d'affaires durable. Donc, ces activités-là vont être soutenues par la banque directement. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres éléments structurels qui ont été mis en place pour que ce modèle d'affaires puisse fonctionner. Donc, je vais en donner quelques illustrations pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux.
Qu'est-ce qui aujourd'hui pose un vrai problème dans l'industrie financière, mais aussi en général dans l'industrie capitaliste, c'est la recherche de maximisation du profit. Parce que le profit, tel qu'on l'entend dans le modèle capitaliste, c'est le profit financier. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais par contre, la maximisation du profit financier aboutit assez fréquemment à des décisions qui vont à l'encontre des critères sociaux et environnementaux. Donc, dans nos statuts, on a inscrit la lucrativité limitée, donc qui vise à avoir un profit quand même pour que le modèle d'entreprise soit soutenable et durable, mais pas à maximiser ce profit. Et puisqu'on a ça, eh ben, ça nous permet de prendre des décisions qui ont un sens et qui respectent en fait les lignes directrices qui ont été posées à la création de la banque. Ça, c'est un élément qui est vraiment central. Ça veut aussi dire qu'on pratique un prix juste avec nos clients qui est en adéquation avec les projets qui sont portés par nos clients. Pour que le modèle d'affaires soit aussi soutenable et durable, on a une notion de transparence qui est très importante. On est la seule banque en Suisse qui publie intégralement la liste des crédits qui sont proposés par la banque. Donc, si vous allez dans une agence de la banque alternative, un peu plus haut rue de Lyon ou au Flon à Lausanne, vous leur demandez la liste de tous les crédits de la banque, elle vous sera remise et vous pourrez la consulter. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, nos actionnaires, nos clients, nos employés font chacun de manière un petit peu différente, mais font tous un effort pour rejoindre la banque alternative. On n'est pas l'acteur le moins cher, on n'est pas l'acteur peut-être le plus attractif en termes salariaux pour les employés, on n'est pas l'acteur avec le meilleur e-banking de la place de marché. Mais en contrepartie de ces efforts qui sont fournis, eh ben, on offre à nos parties prenantes les moyens de vérifier qu'on réalise effectivement ce que l'on dit que l'on va faire. Donc ça, c'est un élément important et qui est non négociable. Tous nos contrats de crédit comportent une clause de levée du secret bancaire qui est pas négociable. Autre élément qui fait que le modèle d'affaires y tient, c'est par exemple l'absence de rémunération variable pour les banquiers, pour les salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une rémunération variable, eh ben, ça veut dire que l'argent qu'on ramène à la fin du mois pour payer les factures et le loyer, eh ben, il dépend en partie des affaires qu'on va faire en tant que salarié de la banque. Nous, on ne voulait pas ça. Parce qu'on voulait que si un conseiller bancaire réalise une affaire, il la fait uniquement parce qu'elle correspond parfaitement aux lignes directrices que la banque s'est posées. Et si un conseiller ne fait pas une affaire, eh ben, ça ne va pas jouer sur le montant de sa paye à la fin de l'année, ce qui va permettre une certaine indépendance de prise de décision et d'opinion. Voilà, donc ça c'est un peu des grands éléments, mais qui expliquent pourquoi finalement le modèle il a été conçu ainsi et pourquoi est-ce qu'il fonctionne. Puis pour faire un peu la transition avec ce qui va suivre et le fonds d'innovation, comme on avait ce principe de lucrativité limitée, eh bien, on n'a pas non plus d'obligation ou d'engagement moral envers des actionnaires de leur reverser un certain niveau de dividendes. Donc à la fin de l'année, si on a des bénéfices, ils vont être répartis. Généralement, ils sont répartis dans 3 grandes enveloppes. Il y a une partie qui est réinvestie dans les capitaux de la banque pour permettre le développement du modèle. Il y a une partie qui est rendue aux actionnaires sous forme de dividendes. Et il y a une partie qui est reversée à une association, qui est donc l'association Fonds d'innovation, qui chaque année reçoit peu ou prou 100 000 francs de la banque et qui va permettre à cette association de développer un certain nombre d'activités pour soutenir des jeunes projets, des jeunes startups qui ont un modèle d'affaires qui est positif pour la planète ou pour la société. Il y a une raison pour laquelle on ne le fait pas ça au niveau de la banque, c'est que même si on est une banque différente, on est aussi une banque. Et en tant que banque en Suisse, on doit adhérer, on doit respecter un certain nombre de critères qui sont posés par notre régulateur, qui est la FINMA, et qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Et donc, pour pouvoir avoir une liberté totale finalement de l'utilisation de ces ressources financières, on l'a mis dans une association qui n'a pas d'obligation, qui n'a pas de compte à rendre à un quelconque actionnaire ou un quelconque organisme de tutelle. Et donc, on est entièrement libre de décider si oui ou non on veut fournir de l'argent à ces projets. Voilà.
Là, je fais un tout petit focus financement, donc plutôt financement côté banque. Donc aujourd'hui, peu ou pro, on a 9 crédits sur 10 qui sont alloués à un secteur d'encouragement. Donc c'est ces secteurs que j'ai listés un peu plus tôt qui visent vraiment à soutenir des secteurs qui sont très ciblés. On développe un certain nombre de partenariats avec des organismes qui œuvrent également en faveur d'une meilleure prise en compte de la durabilité, soit sur des thèmes d'habitat social, soit sur des thèmes de durabilité pour les entreprises, avec par exemple Swiss Triple Impact que j'ai listé. Et puis aussi pour dire qu'on a un certain nombre de critères quand on rentre en matière au niveau financement, au niveau banque. Pour les hypothèques qui financent l'immobilier, par exemple, on ne fait pas de mitage du territoire. Donc on ne va pas financer un bien qui est isolé en campagne pour ne pas favoriser le mitage du territoire. De la même manière, on a aussi des critères de sélection des financements auprès des PME. Donc, on va regarder aussi comment la PME est structurée, quel est l'objet de cette entreprise, quelle est l'utilisation qui est prévue des éventuels bénéfices qui seraient créés par la société. Tout ceci, ce sont des critères qui rentrent en ligne de compte pour une décision d'investissement. Et puis enfin, dire que la banque alternative est uniquement refinancée par ses clients. Donc on n'a pas de dépendance externe, on n'a pas de dépendance vis-à-vis du marché des capitaux, vis-à-vis d'un gros actionnaire. On a une base d'actionnaires qui est très granulaire, qui est composée de petits actionnaires, ou alors de ses clients qui déposent leur épargne à la banque alternative et qui vont faire qu'on peut refinancer ces crédits qui sont octroyés. Mais il n'y a pas de dépendance. Donc, on est libre des choix que l'on des décisions. Voilà. Donc là, c'est à nouveau les secteurs d'encouragement qui sont ciblés et que j'avais présenté juste avant. C'est 100% des crédits dans ces secteurs d'encouragement que l'on vise. Donc en fait, quand on étudie une affaire, si on tombe pas dans le cadre de ces secteurs d'encouragement, la plupart du temps, on va refuser parce qu'on a suffisamment de demandes et de potentiel avec ces secteurs d'encouragement. Maintenant, je vais un peu plus sur le fonds d'innovation. Donc le fonds d'innovation, c'est cette association qui est financée par la banque. Elle est, comment dire, c'est une association qui est distincte de la banque, mais qui est une émanation de la banque alternative. Donc, les personnes qui y travaillent sont soit des membres du conseil d'administration de la banque, soit des employés de la banque. Donc, aujourd'hui, il y a 2 employés, il y a moi-même et puis un collègue à Holton qui travaillons pour le fonds d'innovation. On est payé par la banque, on n'est pas payé par le fonds d'innovation. Donc on l'appelle fonds d'innovation, mais finalement, dans innovation, on ne va pas uniquement rechercher l'innovation technologique. Ça peut être une innovation sur la gouvernance d'une structure, sur la manière en fait d'aborder un projet ou une difficulté sociétale ou environnementale. Ce n'est pas uniquement une innovation technologique. Le fonds d'innovation fournit des prestations de 2 ordres principalement. Ce sont les prêts à destination des entreprises ou des fonds propres en direct au sein des structures, ou même les deux à la fois. Actuellement, le montant maximum de ces participations ou de ces prêts, c'est de 75 000 francs. Comme j'en parlais justement en introduction, on a des ressources qui sont plus abondantes que par le passé. Et donc, il y a une réflexion qui est quasiment aboutie aujourd'hui pour permettre un investissement un peu plus important. Donc, presque d'ores et déjà, on pourrait considérer que 100 000 francs serait réalisable. Et il est très probable que dans un proche avenir, on aille même au-delà de ces 100 000 francs. Je crois que la proposition actuellement, elle est entre 2 et 300 000. Parce qu'il y a suffisamment de ressources actuellement au sein du fonds d'innovation. Que ce soit en prêt ou en investisseur, c'est un partenaire, on va dire, bienveillant. C'est-à-dire qu'il est là pour soutenir les projets. Il n'est pas là pour faire du profit sur le dos des projets. Donc, on va chercher systématiquement une relation de travail qui soit bénéfique pour l'une et l'autre des parties. Ça veut dire par exemple que sur un prêt, s'il y a une difficulté à amortir les traites du prêt à un moment donné,
On va pas mettre l'entreprise en faillite. On va discuter et puis on va chercher un plan d'assainissement, on va chercher un report, enfin quelque chose qui permette au projet d'avancer. Si le fonds d'innovation est un actionnaire de la société, ça va pas être un actionnaire agressif qui va chercher à orienter les décisions prises au sein de la société. Ce sera plutôt un actionnaire passif et à nouveau plutôt bienveillant. Par contre, ce que c'est pas non plus un actionnaire qui va soutenir le développement de la société, qui va apporter une expertise particulière dans un secteur, parce qu'on n'a pas les ressources ni les connaissances pour cela. Généralement, on ne prend pas de prise de participation supérieure à 50% du capital, c'est juste. Ouais. On cherche toujours à être un actionnaire minoritaire dans les structures. Il y avait une question peut-être. Est-ce qu'il faut être garant à titre personnel pour le prêt? C'est la société. Non, il ne faut pas être garant à titre personnel, pas comme les organismes de cautionnement, par exemple, qui peuvent exister. Si on a un premier prêt qui est accordé, puis que dans le futur, on a un deuxième projet qui nécessite encore des fonds, est-ce que c'est possible de solliciter une deuxième demande? Oui, potentiellement, c'est possible. Après, la manière dont on voit le fonds d'innovation, c'est que pour nous, c'est un peu un marchepied vers devenir client de la banque alternative. C'est-à-dire qu'on prend un risque important avec ces financements ou ces participations, parce que par définition, on va s'adresser à des entreprises qui n'ont pas encore prouvé que leur business model il était durable. Donc notre idée, c'est dans un premier temps de faire cet effort en termes de risque. Et puis si par exemple un deuxième investissement devenait nécessaire, c'est probablement que le modèle se développe de manière convaincante, satisfaisante. Et à ce moment-là, l'idée c'est plutôt que le client s'adresse non plus au fonds d'innovation, mais à la banque, et puis qu'il devienne un client à part entière de la banque alternative. Okay. De même que ce que je disais, on est plutôt un investisseur bienveillant, il n'y a pas non plus d'obligation. C'est-à-dire que si vous trouvez une banque qui vous finance à des meilleures conditions ou que vous n'êtes pas satisfait de ce qui est proposé par la banque alternative, vous avez la liberté d'aller voir une autre banque ou un autre institut financier. Mais dans la logique dans laquelle c'est construit, c'est plutôt ça. J'en profite juste. Est-ce que vous pouvez intervenir en complément d'un autre établissement bancaire? Oui. Ok. Oui, c'est possible. On a eu le cas récemment où une société avait obtenu un cautionnement auprès d'un organisme de cautionnement. Donc, il y a une banque cantonale, en l'occurrence, qui avait fait un prêt cautionné. Et puis, ils ont sollicité le fonds d'innovation. Donc, le résultat était que on était d'accord d'entrer en matière avec le fonds d'innovation. Par contre, on a aussi fait la demande à ce que le prêt cautionné il soit dans la mesure du possible rapatrié au sein de la banque. Toujours dans cette logique qui est finalement si la banque, par son activité, elle prend un risque, et s'il y a une activité qui est cautionnée par un organisme public, on trouverait assez logique que ce soit la banque alternative qui ait aussi le financement. Et oui, on cherche d'avoir quand même une certaine cohérence avec les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste prendre cette poche de risque qui est possible et puis qui retournent travailler avec UBS par ailleurs. Donc on cherche une certaine concurrence. Mais c'est toujours dans le détail que ça se fait, c'est jamais quelque chose c'est jamais obligatoire. C'est un peu c'est un peu du détail. Voilà. Là, je voulais juste dire un mot sur le processus, comment ça se passe. Donc, c'est un processus de demande qui est standardisé. Vous trouvez sur le site web du fonds d'innovation le formulaire qui va permettre de faire la demande. C'est une demande souvent qui est en 2 étapes. La première étape, c'est de remplir un formulaire assez simple finalement, où vous décrivez le projet d'entreprise, vos motivations, qui vous êtes en tant qu'entrepreneur, quel est votre background, quelle est l'équipe qui vous soutient. Et puis, sur la base de cette première lecture, il y a une première décision qui est prise. Est-ce que oui ou non, le projet répond aux critères que le fonds d'innovation s'est fixé? Et à l'issue de cette première lecture, si elle est positive, on revient vers vous et on vous demande un peu plus de détails financiers, de business plan, business model, etc. L'idée, c'est de ne pas forcément vous faire perdre trop de temps sur la présentation de documents spécifiques dans une première étape, si on sait déjà que ça va pas correspondre à ce que le fonds d'innovation recherche.
Peut-être aussi dire que c'est un comité qui prend les décisions d'investissement. Le comité se réunit une fois par mois. Il est constitué de 3 membres du conseil d'administration de la banque alternative. Les 3 membres, ils sont fixes. Donc, ce sont toujours les mêmes. Donc, ils ont aussi un certain recul par rapport à l'historique des demandes qui sont faites. Il y a moi-même et donc Roland Baumgartner qui est un collègue aussi qui travaille à Holt. Et par exemple, l'année dernière, on a reçu combien de demandes et on a au final financé? Alors, je crois que l'année dernière, on est entre 7 et 10 demandes octroyées. Ouais. Et le nombre reçu, il est entre le double et le triple. Donc, le type de soutien, c'est ce que j'ai mentionné, donc prêt, participation. Dire que dans tous les cas, il y a un entretien personnel qui est fait avec le porteur du projet. Puisque comme on est face à des projets d'entreprise qui sont naissants, il y a une grande attention qui est portée aussi à qui porte le projet et quelle équipe porte le projet. Peut-être ça, c'est intéressant aussi. On n'aime pas trop, en général, les one-man ou one-woman show. On aime bien qu'il y ait une équipe qui porte les projets. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est souvent assez scruté. Donc, décision en comité mensuel, comme j'ai dit, et puis ensuite, processus de décaissement qui est assez rapide suite à la signature des contrats. Je crois que j'ai fini. Peut-être laisser la place. Ouais. Est-ce qu'on laisse la place? Alors, Oui, j'ai juste parti de téléphone. toute façon, donc puis après, on prend une question, après on laisse la place à Voltaire, et puis... Et donc là, oui, j'avais juste mis ce petit graphe du développement des affaires. On voit que c'est un développement qui est assez continu, en fait, sur les années, avec, il est vrai, quand même, sur les 5 dernières années, une accélération, mais qui correspond aussi avec l'accélération au niveau de la banque. C'est-à-dire que on a eu une croissance qui était très régulière sur les 15 sur les 25 premières années de création de la banque. Et puis sur les dernières années, ça s'est quand même bien accéléré. Il y a aussi une professionnalisation des employés de la banque. Et on voit que le résultat, c'est qu'il y a une forte croissance. Et comme je le disais, le fonds d'innovation, il a vraiment vocation à se développer et à prendre plus de participation, plus de crédit, avec des moyens aussi plus importants. Est-ce qu'on... Oui, attends, Vas-y, pardon. Oui. Just a little question. Why you tend to not support one person project? Just to understand. Alors, c'est pas qu'on ne les supporte pas, mais en général, on trouve que quand un projet il est soutenu par différentes personnes, avec des backgrounds aussi qui sont différents, complémentaires, c'est un signe de solidité ou d'assurance pour nous par rapport à la suite du projet. Voilà. Simplement ça. Mais comme j'ai dit, c'est pas excluant, c'est pas définitif, mais c'est souvent un signe qu'il y a un peu plus de garantie. Et j'avais juste mis quelques exemples qui ont été financés par le fonds, juste pour dire que voilà, on intervient sur différents secteurs différents. Donc ça peut être l'agriculture. Ici à Genève, on a la société IDWatch qui fait des montres entièrement recyclées. Ici, c'est une entreprise d'import de café. Cori, ce sont des semelles de chaussures à base de peau de banane. La proportion voilà. suisse-allemande, suisse-romande? Alors, la Suisse allemande, en gros, c'est 70% de la Suisse au niveau population. Et je pense qu'on s'y retrouve à peu près aussi entre Suisse romande et Suisse allemande dans les projets du fonds d'innovation. Même si il faut dire que la Suisse romande est quand même assez dynamique en termes de projets innovants. Donc, on est peut-être un petit peu mieux que la répartition de la population. Tu veux dire un mot, Nicolas? Oui, je te Comme laisse. ça, vous aurez un exemple de fonds d'innovation en live finance. Et puis, si vous pouvez nous parler de votre expérience sans pression aucune avec le fonds d'innovation, vous êtes libre. Très bien, écoutez, ravi de vous rencontrer. Je suis Nicolas Weber, je suis directeur général d'une entreprise qui s'appelle Voltiris. On fait une solution qui est active dans le domaine de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire sa combinaison d'agriculture et photovoltaïsme. Donc c'est des panneaux solaires aussi, donc ils sont compatibles avec les cultures. Peut-être en quelques mots sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, on voit que les producteurs maraîchers ont énormément de problèmes avec la crise énergétique.
C'est-à-dire qu'ils doivent améliorer la rentabilité de leurs opérations, ils doivent aussi décarboner, et puis au même temps, il y a aussi un besoin de gagner en indépendance énergétique pour eux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui leur convient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va mettre des panneaux solaires standards sur des productions agricoles et particulièrement maraîchères, on va faire de l'ombrage sur les cultures, ce qui va réduire la croissance des cultures qui va être placée sous les panneaux. Et c'est là qu'en fait, avec Voltiris, on a développé une solution innovante qui permet de combiner production énergétique et maraîchère, dans le sens où on a développé des panneaux solaires ou des modules solaires, comme on va les appeler, qui vont filtrer le champ lumineux. Une partie du champ lumineux qui est utilisée pour la photosynthèse va passer à travers le module. Schématiquement, ça va être la partie rouge et bleue du champ spectral. Et la partie du champ lumineux qui n'est pas utilisée pour la photosynthèse, on la récupère, on en fait de l'énergie. Et c'est pour ça donc on peut faire les deux en même temps et donc adresser les besoins des producteurs maraîchers. Voltiris, aujourd'hui, on est 9 employés. On a eu la chance d'avoir le soutien du Fonds d'innovation de la Banque alternative l'année passée, quand personne croyait encore dans notre solution. C'était un des premiers soutiens qu'on a eu. Nous, ça nous a beaucoup aidé, donc justement, aussi pour pouvoir avoir, je crois que tout à l'heure, tu as utilisé le mot marchepied, non? Voilà, donc vraiment, je trouve que le mot était vraiment très, très bon et très juste parce que ça nous a vraiment aidé à lancer un peu le momentum et l'attraction dans une levée de fonds qui était plus grande, mais on va aussi pouvoir montrer à des gens que voilà, on avait déjà certains fonds qui étaient, désolé, je vais utiliser des termes anglais, mais committed, on va dire, ouais, engagés. Engagés, exactement. Donc ça nous a aidé dans cette démarche-là. Je sais pas ce que je peux dire de plus. Enfin, au-delà, je pense que tu as bien résumé aussi le processus. Pour nous, c'était des interactions qui étaient bien parce que un élément qui est peut-être aussi spécifique à Voltiris, mais peut-être certains d'entre vous sont dans ce cas-là, c'est qu'on fait quelque chose qui est assez deep tech dans un certain sens. C'est-à-dire que souvent, on a besoin de capital pour pouvoir développer ce genre de solution. Le challenge principal, c'est que souvent, quand on va chercher du capital, souvent aussi avec ce qu'on appelle du capital risque, on va des fois dénaturer un petit peu aussi je dis pas que c'est le cas toujours, hein, mais on va devoir faire peut-être certains compromis sur les valeurs et sur les objectifs de l'entreprise. Et pour nous, c'est une réflexion qu'on avait engagée très tôt aussi dans le sens où ce qu'on voulait faire avec Voltiris devait s'inscrire dans une réflexion d'impact, aussi avec certaines valeurs fortes engagées. Donc, on voulait aussi être aligné avec les personnes auprès desquelles on avait un soutien financier. Donc, on disait souvent, on veut chercher du capital, mais pas n'importe lequel. Et je pense qu'aussi la démarche avec la Banque alternative et le Fonds d'innovation s'inscrivait là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup aussi confirmer et valider dans le cadre des discussions qu'on a eues ensemble. Donc voilà, donc nous, on avait beaucoup aimé l'interaction. Donc, on a eu plusieurs discussions avec l'équipe, avec Bertrand, avec Roland. On a suivi le processus. Je crois qu'en tout, ça a dû prendre 2 mois. C'était fastueux? Comment? C'était fastueux? Peut-être que je ne comprends pas le mot fastidieux. Non, ouais. Ça va. Non, par rapport à d'autres personnes, c'est plutôt, comme genre d'entreprise, on a des questions qui sont posées, qui sont nécessaires de toute façon dans la réflexion. Donc c'est plutôt, je dirais, un catalyste. Ça veut dire quelque chose? De toute façon, je viens de dire fastueux. C'est bien passé la réforme de la bourse. Tu vois, tu rejoins un catalyste. Non, donc c'est quelque chose, je pense, qui aide aussi à se poser des questions en interne qui sont de toute façon nécessaires au développement. Donc je dirais que c'était standard par rapport aux discussions et c'était pas particulièrement désagréable. J'ai eu d'autres discussions qui étaient plus désagréables dans le processus de la levée de fonds. Donc je recommande. Tu as bénéficié de 75 000 francs en prêt converti. Donc un prêt converti pour peut-être ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec le terme, c'est un prêt, mais qui va être converti en action selon certains critères prédéterminés. Donc c'est plus proche, je dirais, de la prise de participation plutôt que de la dette même si ça a le terme prêt dedans, c'est plus proche au final d'un investissement direct dans l'entreprise plutôt qu'un prêt qu'on va rembourser. Et pourquoi choisir ce type de financement plutôt qu'un autre? C'est une bonne question en fait, plusieurs raisons. Je pense que quand on se lance dans un projet, des fois le prêt peut faire un peu peur par rapport au taux d'intérêt qui court et la capacité de rembourser. C'est-à-dire quand on ne sait pas encore comment va se passer la suite, c'est plus rassurant de dire voilà, on va pas utiliser une dette. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi, comme je disais, aussi une question d'alignement avec les valeurs. On ne se dérange pas d'avoir des actionnaires aussi qui nous ont fait confiance tôt. J'espère pour le fonds d'innovation que ça va être rentable à terme. Et que, j'espère aussi que leur investissement va pouvoir aussi porter ses fruits de manière
positif. Et donc, c'est aussi une manière, voilà, moi je suis convaincu que notre projet va avoir un certain succès. Puis c'est aussi de dire, bon, voilà, si ça fonctionne bien, vous aurez quelque chose qui correspond au risque que vous avez pris. Et donc, vous serez aussi rétribué en partie avec ça. J'aime bien dire, nous, le tour de financement qu'on a fait, j'ai donné les mêmes conditions à la banque alternative que j'ai donné à ma mère et à mon frère. Donc voilà, c'était aussi un élément qui était important pour nous. C'était le capital qu'on a essayé de rechercher pour ce tour de financement, c'est plutôt des gens justement qui adhéraient à notre vision et enfin, j'ai pas négocié particulièrement des clauses avantageuses pour les fondateurs. C'était pas du tout l'esprit. Je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus, surtout à la fin. Donc c'est-à-dire que la banque alternative faisait partie des premiers soutiens qu'on a eu. Et après, le tour s'est plutôt bien passé. On a eu plus de fonds que ce qu'on voulait. Mais voilà, c'était pas l'esprit vraiment d'essayer de dire ok, on a les meilleures conditions pour les fondateurs. Et peut-être juste dire que finalement l'objectif du fonds d'innovation, il n'est pas, le profit en fait. S'il y a un profit, on sera content parce que ça voudra dire que le projet a réussi. Mais l'objectif, il est finalement que ce soit un prêt ou une prise de participation, que l'argent qui a été investi, il est permis à l'entreprise de se développer, qui reviennent à un moment donné dans les ressources du fonds d'innovation pour à nouveau faire profiter d'autres projets. C'est aussi pour ça que quand on analyse un dossier, notamment sous l'angle dette, on porte une attention quand même importante à est-ce qu'on croit au projet et est-ce qu'on pense que le projet sera en mesure de rembourser. Pas tant aussi pour le projet, mais aussi pour les autres projets qui pourraient bénéficier d'un soutien. Ouais. Vous disiez que l'argent peut revenir dans le fonds. Oui. C'est-à-dire que dans ce cas avec Volteris, ce serait une vente d'actions de la part de... À terme, ce serait possible effectivement que les actions soient vendues. Et puis les ressources qui résulteront de la vente des actions, elles reviendront dans le fonds d'innovation. Le fonds d'innovation, il a quasiment pas de charge. Ses seules charges, c'est payer un audit pour réviser les comptes à la fin de l'année. Il y a peut-être quelques petites charges liées à un site internet, voilà, mais c'est ridiculement bas. Il n'a pas de salaire. Donc tout l'argent qui revient dans le fonds d'innovation, il retourne vers d'autres projets. Enfin, si je réfléchis même, pour moi, le scénario idéal, c'est que dans la vie d'une entreprise, il y aura quelques autres, ce qu'on appelle des événements, des liquidity events. Ça, c'est-à-dire des moments où on fera peut-être une autre levée de fonds, où certains actionnaires qui sont rentrés plus tôt peuvent sortir, ou bien peut-être qu'il y aura une exit, donc c'est-à-dire peut-être qu'on vendra un jour l'entreprise. Moi, je ne suis pas particulièrement motivé par ça. Pour moi, le scénario idéal, ce serait un scénario où on a une entreprise qui est pérenne et on a même un dividende, donc peut-être permettre à certains actionnaires de sortir. J'espère que ça ne remet pas en cause, je crois pas. Mais donc voilà, enfin, moi, ce que j'adorerais comme scénario, c'est qu'un jour, l'argent, donc on puisse, que la fondation d'innovation puisse retrouver son argent et même avoir plus d'argent pour pouvoir investir dans d'autres projets comme les vôtres. Je trouve que ça serait sympa dans l'histoire. Questions. Du coup, ouais, on est volontiers ouvert à des questions en ligne ou dans la salle. Allez, j'en ai. Vous avez des exemples de projets qui ont réussi à rembourser leurs prêts? À titre d'exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a plein, malheureusement. Alors, peut-être pour dire dans l'approche, on provisionne quasiment, une grande majorité des projets qu'on soutient, on les provisionne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets pour lesquels on pense que ça va réussir, mais quand même financièrement, on met des ressources de côté parce qu'on pense que il y a un gros risque d'échec. Forcément, quand on agit uniquement sur des modèles d'affaires innovants, il y a un certain nombre de ces projets qui périclitent et puis qui font faillite. Alors, c'est difficile de dire une raison principale d'échec. Il y a ce problème peut-être du one-man show qu'on a évoqué. C'est-à-dire que le projet d'entreprise n'est pas suffisamment porté par des ressources internes solides. Et puis parfois, la personne qui soutient un projet se trompe sur cette personne et puis elle n'a pas les ressources, les compétences pour porter le projet. Ça, c'est possible. C'est aussi des projets qui atteignent jamais une certaine dimension. C'est-à-dire qu'avec une petite taille, ça vivote, ça fonctionne.
Et puis, il n'y a pas cette étape où on passe un peu la taille critique qui permet que le projet vraiment s'installe et se développe. Ça arrive assez fréquemment. Puis ensuite, il y a les innovations ou les idées qui sont bien sur le papier, mais qui ne trouvent pas preneur sur le marché. Ça, c'est un autre cas assez fréquent. Et puis, il y a aussi des projets, mais là, on essaye d'être plus attentif à ça, des projets qui ont une échelle dès le départ qui est très restreinte, c'est-à-dire très, très locale ou très opportuniste sur un tout petit besoin, et puis qui n'ont pas du tout vocation à grandir. Et ça, on essaye de porter attention à ça maintenant. C'est vraiment de choisir des projets qui peuvent atteindre une certaine échelle. Oui. You use a term like limited lucrativity or something like this. Is this related to a number or like what is this chiffre? Non, c'est pas lié à un chiffre. L'idée de la lucrativité limitée, c'est de dire on va faire assez de revenus pour payer les charges opérationnelles. Okay. Donc, il faut qu'on puisse payer les salaires, les loyers, les factures, et puis qu'aussi les pertes sur le portefeuille de crédit puissent être assumées. Mais il n'y a pas un chiffre fixé. En fait, ça dépend aussi de l'évolution de la vie de l'entreprise. Mais l'idée, c'est de ne pas vouloir accumuler les profits dans une logique distributive auprès des actionnaires. Donc, si vous avez une action banque alternative, vous participez au projet de la banque alternative, mais vous n'avez aucune assurance que de manière régulière, vous toucherez des dividendes. Là où normalement, une société de capitaux, même si elle ne peut pas s'engager sur un montant, elle va quand même s'engager à rendre aux actionnaires une partie des bénéfices. Là, a priori, avec la banque alternative, vous savez qu'il n'y aura pas beaucoup de bénéfices à la fin de l'année, normalement. Oui, une petite question pratique. Je suis client et même actionnaire depuis la base depuis longtemps et on voulait avec mon associé utiliser aussi à titre professionnel pour la société et on l'a pas fait à cause d'un truc embêtant, c'est qu'il faut passer par une banque partenaire pour les paiements de l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé récemment? C'était pas le cas, c'était toujours le cas il y a 2 ans. C'est que quand quelqu'un nous verse de l'argent depuis même la France, un pays voisin, il faut passer par une autre banque. Et c'est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si je comprends toute la question, mais il y a quelque chose qui ne changera jamais, c'est que le marché bancaire, il est organisé de telle manière qu'il n'y a aucune banque qui couvre tous les pays et tous les comptes dans un pays. Donc, il y a des accords, en fait, interbancaires pour le trafic des paiements. Donc les banques nouent des accords qui permettent d'utiliser des infrastructures qui sont en place. Ce qui n'a pas changé à la banque alternative, c'est qu'on est une petite banque, on utilise donc des banques partenaires, mais nous-mêmes, on ne fait pas partie d'un réseau qui s'appelle le réseau SEPA, qui est un accord européen pour le trafic des paiements, qui permet d'avoir des frais lors des transactions étrangères qui sont réduits. Donc, si vous avez un compte à la banque alternative, vous pouvez effectuer tous les paiements que vous voulez dans tous les pays du monde, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a de fortes chances que ça vous revienne un peu plus cher que si vous utilisez une banque, une plus grande banque, pour citer, je sais pas. Il faut indiquer un autre IBAN que le nôtre pour le transfert. Là. Non, ça. Il me semblait que c'était le cas. Alors ça, non, normalement pas. Vous pouvez, en termes vraiment pratiques, vous pouvez faire comme si vous étiez dans n'importe quelle banque et ça fonctionnera de la même manière. La seule chose, c'est que si dans le mois ou dans l'année, vous avez énormément de ces paiements étrangers, alors la solution de la banque alternative, enfin l'infrastructure, elle ne va pas être adaptée. Et donc là, pour ces clients que l'on a, ces clients entreprises par exemple, qui ont énormément de flux financiers avec l'étranger, je recommande souvent d'avoir un deuxième compte pour ces paiements internationaux. Mais en termes techniques, par contre, vous n'aurez aucun problème à faire les paiements et il n'y a pas de trucs et astuces à mettre en place pour que ça fonctionne. Ouais, ça a changé. C'était il y a quelques années, je me souviens. Ça a peut-être changé. Un ami français devait de l'argent, puis il avait fallu passer par une autre banque. Alors non, ça c'est résolu ça. Et pour Paul Thierry, tu disais que vous avez donc un, financement de 75 000 francs et aujourd'hui vous êtes 9.
À l'époque du financement, vous étiez combien? Parce que quand on a 9 employés, 75 000 francs, c'est pas grand-chose, parce que si on regarde juste en termes de masse salariale, etc., ça part très vite. Donc, c'était quand même décisif pour faire une levée de fonds. Et j'imagine que vous étiez moins l'année passée au niveau de... L'année passée, on était 3 cofondateurs. On a levé en tout auprès d'investisseurs, donc comme la banque alternative, 1 250 000. Mais à la base, on voulait lever 900 000 francs. Et c'est pour ça que je dis aussi que ça nous a donné le boost au début. Et puis finalement, on a eu plus d'intérêt que ce à quoi on s'attendait. Et puis c'est pour ça que finalement, on a levé un petit peu plus que ce qu'on voulait initialement. Et au-delà de ça, on a aussi eu le soutien par exemple, de la Fondation Suisse pour le climat. Et puis sinon, il y a d'autres organismes. Comment? C'était assez récent, ça. C'est en novembre, normalement, c'est annoncé. Donc normalement, on l'inclut au final dans le financement qu'on a reçu. Et puis on a aussi le soutien de la Fondation pour l'innovation et la technologie, la FIT, qui est basée dans le canton de Vaud, mais qui aide aussi qui est aussi un bon mécanisme pour les startups en démarrage. Vous êtes dans le canton de Vaud ou sur Genève? À Lausanne. À Lausanne. Ouais, donc maintenant, c'est pour ça aussi qu'on est 9. En langage startup, on brûle environ 50 000 francs par mois, juste en... Merci. D'autres questions? Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne peut pas rembourser? Tu dis que tu as des projections, mais il n'y a pas de... Il se passe que la banque... Enfin, un doigt. On va le faire avec ça. Le fonds d'innovation, il fait une perte. Et puis, ensuite, c'est un peu au cas par cas. Mais souvent, quand le remboursement, vraiment, il ne peut pas avoir lieu, c'est que l'entreprise a fait faillite. Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne va pas mettre une société en faillite parce qu'elle a raté un amortissement, par exemple. On ne va pas faire. Dans une banque classique, après 3 semaines où vous n'avez pas payé votre amortissement et qu'on peut avoir des petits problèmes quand même en termes juridiques, en termes de poursuites, etc. Ça, on ne fait pas. Sauf cas extrême où, je sais pas, où la société se développerait bien et puis on serait face à quelqu'un qui fait une fraude ou qui est malhonnête. Mais ça, on n'a pas eu à affronter ces cas-là. Mais par exemple, pour vous donner un exemple du côté bienveillant, on a un producteur de glace en Suisse allemande qui avait des difficultés à boucler ses fins de mois. La banque, par exemple, on a offert des bons à nos collaborateurs pour aller acheter des glaces chez ce glacier. Donc c'est aussi c'est un exemple rigolo, mais c'est pour dire un peu l'esprit dans lequel on fait cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas sérieusement, mais ça veut dire que dans l'esprit, on essaye vraiment que les projets ils se développent. C'est un peu la fin, Maëva. Tu pourras écouter le replay, Maëva, c'est un peu la fin. Ok, pas encore connecté. Elle n'est pas encore connectée. Voilà. Et puis, est-ce que vous avez des collaborations avec la Fondetech ou avec des organismes de la place qui... Au niveau de la banque, oui, on connaît bien la Fondetech, on connaît bien la FAE, les organismes de cautionnement, la SAFA, le fonds de technologie. Ça, on a effectivement un certain nombre de relations institutionnelles au niveau de la banque et donc, a fortiori, également au niveau du fonds d'innovation. C'est absolument pas un problème et même, je dirais au contraire, de travailler avec ces organismes, c'est quelque chose qui est très bien, très positif pour tout le monde. Et par exemple, dans ton cas, quand tu as fait ta levée de fonds, est-ce que tu as eu du soutien, alors, le marchepied, évidemment, mais vous avez un réseau d'investisseurs, de gens qui sont intéressés par ce genre de projet et qui pourraient justement venir en complément? Alors, actuellement, on a 2 investisseurs. Désolé, on a dans le réseau direct Banque Alternative Suisse, il y a 2 investisseurs institutionnels qui pourraient prendre des prises de capitaux en parallèle de la banque. On le fait de manière de temps en temps, je dirais. De temps en temps dans l'année, on intervenir un autre investisseur avec la même vision, je dirais, que notre investissement. Ça permet de doubler en fait la prise de capital qui est prise.
Donc oui, ça existe. Et puis, on a aussi des projets de développement pour le fonds d'innovation qui viseraient justement à renforcer les capacités d'intervention du fonds d'innovation. Mais pour l'instant, voilà, c'est au stade de projet. Et donc, toi, pour faire ta levée de fonds, tu as fait. Je n'avais pas sollicité ça, je ne savais pas. Non, on l'a fait. Voilà, je pense que c'est un bon levier aussi. Voilà, exactement. Donc, chronologiquement, on a commencé avec la FIT. Et je pense que c'est un bon premier point, puis surtout, ça montre de la crédibilité auprès de certains investisseurs. Il y a toujours des organismes comme Venture Kick aussi qui participent. On parle de fonds d'innovation de la banque alternative. Ce que nous, on a fait, qui est aussi un petit peu différent, pour rester dans cet état d'esprit d'avoir les gens avec qui on a aligné, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un SPV. Donc, on a créé un organisme. On a eu une quarantaine de personnes qui ont mis environ 10 000 francs chacun. Donc, ce qu'on appelle souvent Family, Friends and Fools. Nous, ça a commencé avec quelques amis et familles, puis ça a terminé avec beaucoup de fools, donc des gens qu'on a rencontrés, puis qui ont dit, je dis ça de manière très affectueuse, hein, mais qui ont dit, on adore ce que vous faites, etc. Est-ce qu'on peut participer? C'est pour ça qu'on a fait ça. Et puis... ça, c'est SPV, donc Special Product Vehicle, c'est les banques qui proposent... Non, alors nous, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Leva. Je pense qu'il y a beaucoup de choses de le faire. On a utilisé la plateforme Leva qui est faite de manière automatisée. J'ai eu plutôt une bonne expérience avec ça. Et donc, justement, ça nous a permis d'avoir déjà une grande partie du tour de financement. Et puis après, on est passé surtout avec des business angels. On a rencontré par des réseaux business angels, Switzerland, Sectic, etc. Puis avec qui on a eu des discussions, justement, aussi, comme c'est tout à l'heure, qu'on est en train de faire. Donc, ça, c'était le gros du tour. J'ai oublié personne, j'espère. Je sais pas s'il y a encore des questions. Elle sera enregistrée, donc tu peux regarder. Hein. J'ai même oublié, j'aimerais bien, moi. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont intéressés par rappel à la banque alternative suisse à terme, mais après, il faut faire des rencontres en direct. Il ne faut pas hésiter, le formulaire, il est assez simple à remplir. Il vous dit quand même assez rapidement si oui ou non ça colle. Voilà, non, faut pas hésiter. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Le fait que le contact est établi, je pense que c'est hyper important aussi d'avoir votre institution en tête pour ce projet et puis que vous puissiez participer à nos événements, être là régulièrement. Merci beaucoup. C'était pas un gros effort. De la rue. C'était pas un gros effort, mais merci. Merci à vous. Et puis pour la FIT, c'est un fonds d'innovation technologique, mais qui ont aussi une partie digitale et innovation sociale. Et vous n'avez pas besoin d'être domicilié dans le canton de Vaud pour les premières tranches d'investissement. Donc, c'est aussi une institution qui est intéressante à... Oui, je recommande. Super. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. En fait, dès que vous avez signé qu'on sort, il y a